Donc, il faut se désaligner sur plusieurs points. L'aliénation, elle n'est pas que spirituelle. Parce que ça, c'est une erreur de penser que, vu que je suis sorti des questions spirituelles, tout va bien, je suis un Africain authentique, etc. Non. Je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier ma culture africaine. Et aujourd'hui, je peux m'affirmer Kémito. Sixième leçon, le matriarcat. Ah là 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 là. Alors, ça j'ai beaucoup apprécié parce qu'en vrai, vous savez, pour quelqu'un qui a grandi en Afrique, qui a connu la polygamie, qui a connu des papas très autoritaires et souvent un peu violents, on se dit que la plupart de nos sociétés étaient patriarcales, tu vois. On se dit que l'Afrique, c'était les sociétés où la femme était soumise. Mais le panafricanisme, lui, m'a appris autre chose. Il m'a appris qu'il y a plein de sociétés où il y avait ce qu'on appelle le matriarcat. C'est-à-dire que c'est des sociétés pas où la femme dirigeait tout, etc. Pas forcément dans cet ordre-là, mais plus dans la dimension où il y avait une sorte de complémentarité. C'est-à-dire que il y avait plein de pans de la société où la femme avait un total contrôle, et il y en avait d'autres où c'était l'homme qui avait le total contrôle. Mais les deux énergies, masculine et féminine, travaillaient de concert. Le concept de matrilinéarité, lui, je pense qu'il est un tout petit peu différent parce que lui permet de tracer la linéarité familiale de par la mère. Par exemple, si un homme et une femme avaient un enfant dans les sociétés matrilinéaires, c'était le neveu de la mère qui était le successeur par défaut. D'ailleurs, le concept de la dot, je pense aussi qu'il a été créé pour ça, d'après mes différentes lectures. C'est que, en fait, pourquoi la dot a été créée? Parce que oui, d'une part, il y avait le fait d'honorer la famille, de montrer qu'on est capable de prendre soin d'une famille, mais il y avait aussi le fait de pouvoir donner son nom. Parce que si tu ne dotais pas une femme, et sachant que nous sommes dans une société matrilinéaire, l'enfant ne portera pas ton nom. Il portera le nom du frère de la mère, ou le nom du père de la mère, ou de la mère. Voilà. L'enfant ne portera pas ton nom. Si tu veux que l'enfant porte son nom, si tu veux retracer la linéarité, si tu veux tracer la filiation de par ton nom, tu dois payer la dot. Et la dot avait aussi ce pouvoir-là de pouvoir conserver la lignée généalogique de l'homme de par son nom. Donc oui, c'est aussi quelque chose que le panafricanisme a appris, la conception matriarcale. Et je pense que c'est très important de pouvoir le dire parce que on a été très aliénés avec la religion qui nous a fait comprendre que la femme doit être soumise alors que c'est un être humain qui n'a pas à être soumis à qui que ce soit, mais en fait c'est chacun leur aptitude dans la société, qui ont chacun leurs besoins, et chacun doit essayer de compléter l'autre là où il y a des manquements, etc. Voilà, donc moi c'est vraiment un truc que j'ai appris, et je trouve que c'est très important aussi. Ça peut nous permettre de définir nos rapports aux femmes, les relations hommes-femmes dans la société moderne, en Afrique notamment. Mais aussi, ça m'a aussi permis de me projeter sur des questions de lutte et de combat. Parce que vous savez, chaque fois qu'on parle de lutte panafricaine, de décolonisation, c'est beaucoup d'hommes qui sont cités. C'est des Thomas Sankara, c'est des Ernest Wanji, etc. Alors qu'il y a des femmes
Je parlais d'Agnès Wandje, mais il y a la femme d'Agnès Wandje. Il y a la femme de Moumié aussi. En fait, il y a plein de femmes. Voilà, il y a plein de princesses, il y a plein de reines qui ont conquéri, qui ont gagné des guerres, qui ont conquéri des empires, etc. Mais dont on ne parle pas assez. Parce que on a malheureusement une éducation qui vise à faire en sorte que la femme soit peut-être invisibilisée. C'est une très grave erreur. Donc vraiment, cette conception matriarcale et in extenso de la place de la femme dans la société africaine, surtout, voilà, je trouve qu'on ne la met pas suffisamment en lumière, parce que voilà, on parle beaucoup de polygamie, d'autres choses, etc. Encore que la polygamie, moi je ne la juge pas, je ne dis pas qu'elle est bien ou qu'elle n'est pas bien. Je pense que dans un contexte précis, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients. Après, il faut savoir pourquoi on le fait, etc. Et pas juste que ce soit parce qu'on est un homme qui a eu des envies, voilà, il a des envies qu'il a envie de satisfaire. Mais je pense que ça s'inscrit dans un ordre culturel et social très très clair. Voilà. Du coup, 6e point, go pour le 7e. Alors là, on va parler d'un sujet très sérieux. On va parler d'un sujet très sensible. On va parler du kémitisme. Et je pense que vous l'avez vu, hein, vous avez vu ma belle petite croix ancre qui est là. Alors, comment aborder ce sujet? Alors, déjà qu'est-ce que le kémitisme? En fait, le kémitisme, c'est un mouvement spirituel, religieux et identitaire qui vise à créer une reconnexion à la cosmogonie africaine et se débarrasser des religions importées. Voilà. Grosso modo, c'est ça. C'est une reconnexion aux divinités égyptiennes et voilà, qui vise à oublier, à éradiquer, à se désaliéner de toutes les importations spirituelles, religieuses qui sont venues par la colonisation et l'esclavage et à se reconnecter à nos sources. Ça, c'est la définition. Après, comment ça se vit, c'est autre chose. Moi, j'ai découvert le kémitisme par le feu Kalalo Mutunde, que j'ai rencontré au Cameroun en novembre 2022. Je vous mettrai la photo. Et en fait, très très brillant. C'est un monsieur d'une intelligence, voilà. Toutes ses argumentations étaient hyper documentées, etc. Et il m'a fait découvrir cette réflexion spirituelle. Et identitairement, ça m'a frappé. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai jamais été fondamentalement très religieux. Moi, j'ai jamais été trop, voilà, contrairement à d'autres qui sont sortis d'autres religions. Moi, je n'en avais pas vraiment une. Je ne m'identifiais pas forcément à une religion, à un livre religieux ou à un sauveur. Donc moi, ça a été plutôt facile d'être percuté par le message. Et de là, c'est passé que je me suis mis à faire d'autres lectures, d'autres recherches. J'ai découvert d'autres penseurs comme Ama Mazama, comme Kovi Gomez, comme Bombok Basson, comme le docteur ou le professeur Obenga. Donc voilà, j'ai rencontré plein de personnes, plein de gens. Et ouais, tout ça nourrit ma réflexion sur les questions spirituelles et surtout de la question de la désaliénation, parce que c'est surtout là où je veux en venir, parce que ceux qui participent ou ceux qui se considèrent comme kémites sont souvent, je dis bien souvent, pas tous, des gens très véhéments. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un ton très dur, qui sont très excluants. C'est-à-dire que si t'es pas kémite ou si tu crois à d'autres religions importées, marche pas avec eux. Voilà. Pour eux, t'es un aliéné, t'es une merde. Voilà, traîne pas avec nous, etc. Donc, j'estime ma foi que c'est un peu dur. Alors, je le dis, je l'ai été au départ, hein, vraiment, je l'ai été. J'ai été très très dur aussi. J'envoyais plein de punchlines à tous les religieux. Enfin, je parlais n'importe comment de leur sauveur pour le christianisme. Je parlais aussi de l'islam, etc. Mais avec le temps, je me suis dit, est-ce que c'est l'Afrique qu'on veut? Parce que quelque part, j'ai constaté, on n'est pas obligé de partager le même point de vue, mais je me suis dit, est-ce que ça nous divise pas aussi?
Hein? Est-ce que ça ne nous divise pas? Parce que si on a une Afrique et que on dit, bon écoutez, si t'es pas kémite, moi je t'excuse, je travaille pas avec toi. Si toi t'es musulman, moi je t'excuse, je travaille pas avec toi. Est-ce qu'on n'a pas une Afrique qui est divisée sur des questions religieuses? C'est une question à se poser. Est-ce que c'est pas une grande perte pour nous? Donc j'ai pris un peu de recul sur ça. Je ne dis pas que je m'éloigne du mouvement kémite, mais tout ce que je dis, c'est que moi j'ai une vision plus nuancée de la chose. Parce que déjà de un, je ne m'identifie pas forcément au dieu égyptien. Je m'identifie plus à ma culture bamileke, camerounaise. Enfin, bamileke, on va dire. Le Cameroun, c'est autre chose. Mais je m'identifie plus à celle-là. Et après, qui sait, je peux remonter jusqu'à arriver à l'Égypte antique, il n'y a pas de souci. Mais j'estime que pour ceux qui s'identifient kémites et qui ne sont même pas capables de pouvoir citer le nom de leur arrière-grand-père, il y a un problème, mon gars. Donc, avant d'être kémite, avant de parler d'Horus, de Seth et de machin, est-ce que tu connais déjà ta culture? Est-ce que tu parles déjà ta langue? Parce que ça, de son parler. Donc voilà, pour moi, c'est déjà les premières questions à se poser et ne pas être forcément fermé, parce que je vous ai parlé de ma start-up Mechup que j'ai créée pour apprendre les langues africaines. Moi, je vous dirais que la plupart de mes clients et une grande partie de mes enseignants ne sont pas kémites. Si j'étais ce kémite ultra excluant, est-ce que j'aurais pu travailler avec eux? Je pense pas. Je pense que j'aurais dit que je ne travaille qu'avec les kémites et mon projet n'aurait jamais eu lieu. Le projet ne serait jamais créé en fait. Parce que j'aurais exclu toute personne qui vient avec une autre religion. Sauf que c'est pas l'Afrique que je veux pour demain. Mais après, je comprends la partie aliénation, la partie Jésus-Christ, la partie sauveur blanc, la partie verset biblique, etc. Et on parlait tout à l'heure de la place des femmes avec la soumission. Oui, je comprends. Je comprends aussi le jeu qu'elles ont joué pour notre soumission avec le roi Léopold II quand il est arrivé en Belgique. Tous ces versets bibliques-là, mis dans un certain contexte. Je comprends. Et d'ailleurs, moi je dis que voilà, il faut s'en débarrasser, parce que j'ai envie de dire que pour faire du bien, on a beaucoup de préceptes dans nos cultures qui nous prédisposent à faire de bonnes choses dans notre société, et on n'a pas forcément besoin d'une autre religion. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'une autre religion, d'une autre spiritualité pour être quelqu'un de bien, pour accéder à une vie meilleure, etc. Il n'y a pas forcément. Donc, mais après, je dis qu'il faut quand même nuancer. Il ne faut pas les exclure. Il faut travailler avec eux. Il faut penser plus grand que ça. Après, derrière, il y a la question qui se pose, c'est du coup, sur quoi va se faire la convergence du panafricanisme? Parce que la question spirituelle est quand même importante. Parce qu'à certains moments, il faudra quand même se poser la question. Donc voilà. Et pour terminer, je parlerai d'un truc aussi, c'est que l'aliénation, elle n'est pas que spirituelle. Hein. Et ça, c'est un truc qu'il faut que les kémites comprennent. C'est très facile, vraiment, de dire Hotep, porter une croix ankh, parler de Horus et consorts. Mais ça, c'est très facile, ça. Ça, c'est très... voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, je me lève un matin, je dis, bon, ok, Jésus et tout ça, je pense plus à ça. Mais après, derrière, il y a d'autres formes d'aliénation qui subsistent, qui restent, qui demeurent. Tu as l'aliénation culturelle, c'est-à-dire que tu ne parles pas ta langue. Moi, aujourd'hui, grâce à ma plateforme, me joue Menjumba. Je parle Menjumba. Je me suis formé grâce à ma plateforme pour parler le Menjumba. L'Ensaba, ingénieur kémite. Voilà. Donc, je suis capable de me présenter, de parler de moi en ma langue. Donc, il faut se désaligner sur plusieurs points. L'aliénation, elle n'est pas que spirituelle. Parce que ça, c'est une erreur de penser que, vu que je suis sorti des questions spirituelles, tout va bien, je suis un Africain authentique, etc. Non. Il y a des pensées qui te conservent dans une vision colonialiste. Il y a des gens qui se disent panafricains, mais qui sont libéraux. Il y a des gens qui se disent panafricains, mais qui se disent capitalistes. Ça n'existe pas. On a vu tout à l'heure que le capitalisme, c'est la racine même de notre combat.
Donc si tu commences à te dire que je veux quand même devenir riche, être une sorte de Bolloré africain, machin, ça marche pas en fait. Ça marche pas. Ça existe pas un kémite qui fait des thunes, qui vit de l'exploitation d'autres personnes, mais parce qu'il a une croix ankh et il dit que abat l'Occident, ça fait de lui quelqu'un de parfait. Non. Est-ce qu'il parle sa langue? Est-ce qu'il est totalement désaliéné de la place qu'il donne à la femme aussi? Ça fait partie de l'aliénation. Est-ce qu'il pense qu'une femme doit être soumise et doit fermer sa gueule parce qu'il lui donne 2-3 copecs à la fin du mois? Je sais pas. Donc il y a plein de pensées, il y a plein de stéréotypes qui restent dans notre conception. Et en fait c'est ça. Donc quelqu'un peut être aliéné sur le plan spirituel, mais sur d'autres questions il est bien. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris que le capitalisme c'était de la merde. Mais c'est quelqu'un qui a compris la place de la femme, etc., etc. Mais après il croit une autre religion. Du coup il reste aliéné. Mais j'ai envie de te dire qu'il est bien mieux que toi qui te dit être kamite, mais tu es aligné sur tout le reste. C'est-à-dire que tu es kamite, mais tu parles pas ta langue, tu as une conception du capitalisme, de plein de choses. De plein de choses. L'aliénation, elle est vaste. L'aliénation, c'est la politique. L'aliénation, lorsqu'on parle de faire des élections, mais c'est une forme d'aliénation. Pour choisir nos chefs à l'époque, ce n'était pas des élections. Pour choisir ceux qui allaient nous diriger dans certaines cultures d'Afrique centrale, ce n'était pas par voie électorale. Hein? L'aliénation, elle est économique, elle est capitaliste. Penser qu'il faut que je fasse du bien en exploitant les autres parce qu'ils vont travailler pour moi, le capital, etc. C'est une forme de capitalisme. Après, on peut débattre sur le marxisme et d'autres choses. Mais du coup, il faut savoir que c'est sur plusieurs plans. Politique, économique, culturel, linguistique, même sur le plan de la nutrition. Il y a des gens qui, lorsque vous leur parlez de manger des plats africains, ils sont réfractaires. Ils vont manger du bourguignon, des burgers, etc. Et lorsque vous leur présentez une nourriture typiquement africaine, ils se raidissent. Ils restent aliénés. Lorsque vous leur parlez de vêtements, c'est des gens qui vont mettre tous les jours des costumes cravates. Ils sont pas capables de mettre des tissus traditionnels africains. Ce sont des aliénés. Je vais parler de mes sœurs aussi. Si t'es pas capable d'assumer ton afro et que t'es tous les jours sur perruque, tu es une aliénée. Même si tu dis Otep. Même si tu dis Otep et que t'as une croix ankh, je suis désolé, t'es aussi aliéné que la religieuse là. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais partager sur le point du kémitisme. C'est très sensible, mais il fallait que ce soit dit. Voilà. Go sur le... Alors, 8e point, l'homosexualité en Afrique. Est-ce qu'elle a existé, oui ou non? Alors ça, c'est une question extrêmement sensible. Et il faut savoir que oui, bien sûr, hein, voilà, moi aussi j'ai cru que... tu sais, avec des questions sur l'homosexualité, en vrai, moi je me suis dit ça n'a jamais existé. Parce que... dès que tu parles d'homosexualité en Afrique, tout le monde est oh là là, non. Les gens sont prêts à tuer des gens, clairement, à battre. Je pense que dans certains pays, je sais plus trop si c'est en fait, ils condamnent l'homosexualité, c'est-à-dire qu'on te met en prison, etc. Les gens sont très très durs avec ça. Surtout l'homosexualité masculine, les gens sont très durs avec ça. Et même dans la conception religieuse. Mais vous vous en doutez bien, la vérité elle est un peu plus compliquée que ça. Et j'avoue, ça n'a pas été facile de l'admettre parce que dans les premières discussions, j'étais contre. Même contre des gens qui étaient en capacité de me dire que, écoute, c'est quelque chose qui a existé et tout. Enfin, en tout cas, dans certaines contrées, ça n'était pas signe de lynchage. Mais il faut savoir que, alors déjà, lorsqu'on parle d'aliénation, parce que ça nous renvoie à notre sujet précédent, lorsqu'on parle d'aliénation, en fait, ça fait partie de ça. Parce que l'Afrique parle de façon imagée. Voilà. C'est-à-dire que on va vous parler en parabole.
Mais ce ne sera jamais quelque chose de... On va jamais dire qu'un homme est une femme ou un homme et un homme, ils sont en train de... Voilà. Mais ce sera toujours des évocations. On va toujours vous parler entre deux lignes. C'est là qu'il faudra comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. Et moi, de ce que j'ai compris, c'est que... Alors, moi, je fais la nuance et la différence entre est-ce que ça existait et après, est-ce que c'était une culture? Parce que la culture, c'est ce qui se fait, c'est ce qui est demandé de faire, c'est ce qui ne dérange pas les gens, etc. etc. C'est, voilà. C'est un peu comme le mariage traditionnel hétérosexuel qui, voilà, tout le monde le fait, etc. C'est pas un problème, on le promeut. Par contre, est-ce qu'on faisait la même chose pour l'homosexualité? Non. Alors, elle a existé, mais il faut savoir que c'était pas partout, déjà. Notamment en Égypte antique, il se serait dit qu'il y a des divinités voilà, qui, de même sexe qui auraient des rapports, etc. Donc il y a quand même des sources qui disent que oui, elle s'est plus ou moins manifestée. Il y a d'autres qui parlent qui parlent de sexualité entre deux énergies similaires. Sur le plan spirituel. Et après, sa sexualité, c'est des gens de même sexe créaient de la curiosité. C'était pas du lynchage chez tout le monde. Bah, je précise, hein, moi je parle pas de toute l'Afrique. Dans toutes les sociétés, c'était pas pris de la même façon. Je vous ai pris l'exemple sur l'Égypte antique. Je vous prends. Lorsque vous consultez les 42 lois de la Mahat, en fait, il y a une loi. Je sais plus, je vous la mettrai sur la vidéo, il y a une loi qui parle de la pédérastie. La loi dit bien, tu ne seras pas pédéraste. Un truc du genre. C'est-à-dire que, effectivement, c'était des questions un peu... C'était sujet à débat et c'était pas accepté partout. Donc voilà, il y avait certaines conditions, peut-être sur le plan... il y avait certaines fois, ça créait de la curiosité. Il y avait certaines fois, c'était ésotérique. Donc, c'est-à-dire que c'est une sexualité qui ne se plaçait pas dans le courant de la vie. Parce qu'il faut savoir que la sexualité en Afrique, elle est pro-vie. C'est-à-dire qu'on fait des rapports parce qu'on veut la vie derrière. Donc, les sexualités qui n'étaient pas forcément pro-vie, alors elles n'étaient pas sujettes au lynchage directement, non. Mais elles étaient souvent sujettes à la curiosité. Souvent c'était pour des questions exotériques et spirituelles. Deux hommes ou deux femmes, etc. Mais souvent aussi c'était interdit. Et donc ça on peut le voir dans la loi de la Mahat qui dit que voilà, pas de pédérastie, etc. etc. Donc voilà. Donc moi, grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sexualité en Afrique elle était majoritairement hétérosexuelle, parce qu'on était pro-vie. Elle a été interdite souvent, la loi de la Mahat le dit clairement. Mais il y a des fois où elle existait sur des plans ésotériques, sur des plans spirituels, etc. Entre deux énergies. Mais je le redis encore, c'est la sexualité en Afrique, elle ne se dit pas de manière crue. Donc ça peut être sujet à interprétation parce que c'est dit de manière très imagée. Voilà, c'est dit, il faut lire entre les lignes. Voilà, on va te parler... d'un homme qui met la main sur l'épaule d'un autre homme et le lendemain il se retrouve avec le liquide de la vie. Enfin voilà, c'est dit un peu comme ça, mais il faut lire et voilà, il faut se poser des bonnes questions de savoir qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire par là. Mais c'est pour dire qu'en fait ça existait. Donc faut pas croire que c'est la colonisation et l'esclavage qui sont venus. Moi je dirais même plus que c'est la colonisation et l'esclavage qui ont effrayer autant les Africains sur ces questions-là, parce que voilà, clairement les rendre réfractaires à toute idée de machin, et voilà. Donc, à nuancer, à voir. Si vous avez d'autres questions, d'autres sources, n'hésitez pas à mettre tout en commentaire, on va discuter. Je sais que c'est très sensible, c'est pour ça que je reste assez en surface. J'ai un tout petit peu creusé. Je vous partage mon point de vue et ce que j'ai trouvé, mais voilà. Après, voilà. J'ai pas non plus fouillé pendant 150 ans. Ce n'est que 10 ans de compte rendu sur le panafricanisme. Donc voilà. Sur ce, va pour le 9e point.
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le panafricanisme est devenu malheureusement une source d'opportunité pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que, vu qu'aujourd'hui, il suffit de dire panafricanisme pour paraître intellectuel, etc., ça crée une sorte de rente pour des gens qui vont se prétendre écrivains, qui vont se prétendre activistes, qui vont se prétendre politiciens ou analystes politiques. Et comme ça, derrière, ça leur donne accès à des privilèges financiers, etc. etc. Je ne citerai pas de nom, mais peut-être que je vous mettrai des images qui vous évoqueront des visages. Mais c'est dommage aujourd'hui parce que beaucoup utilisent le panafricanisme, qui est vraiment une idée très noble d'émancipation africaine, à des fins personnelles et égoïstes. C'est-à-dire que des gens vont promouvoir le panafricanisme à des fins de business, par exemple. Quelqu'un va vouloir créer un produit et sous couvert de panafricanisme, acheter mon produit, etc. D'autres vont parler du panafricanisme parce qu'ils voudront vendre des livres. Et après, vous verrez que dans ses actions, enfin dans sa vie quotidienne, ça ne transpire pas le panafricanisme. Et c'est dommage. D'autres vont parler de panafricanisme pour se donner de la visibilité et ensuite derrière la convertir en partenariat, en plusieurs trucs, etc. Alors que le panafricanisme, c'est censé être une lutte qui est dure et douloureuse. C'est pas une lutte pour les lauriers. Les lauriers, on les reçoit à la fin de la guerre. Les lauriers, on les reçoit à titre posthume souvent. Et les lauriers, surtout, on les doit aux autres, mais pas à nous. C'est pas à nous de dire si on a bien fait le combat ou pas. On doit mener notre combat, on doit faire nos sacrifices et ensuite, voilà. Donc c'est aussi la 9e chose que j'ai constatée. Enfin, c'est un autre point que j'ai constaté sur le panafricanisme aujourd'hui, c'est que c'est devenu un point qui malheureusement est devenu une source d'opportunité pour beaucoup. Et c'est très dommage en fait. C'est très dommage que ce soit le cas. J'espère que ça changera. Mais voilà, en tout cas ça nous ramènera à notre 10e point. Et justement, le 10e point, les amis, c'est le militantisme. Le panafricanisme parle beaucoup de révolution. Et souvent en Afrique, on se dit que oulala, on en a marre, ça fait un siècle qu'on est dans la néocolonisation, on n'en peut plus, il faut se débarrasser de tout, il faut tout brûler. Et donc ça fait écho à des réactions impulsives, à des révoltes. Et malheureusement, c'est des choses qui ne sont pas pensées. Parce que pour se débarrasser de ces chaînes qui asservissent la communauté afro-descendante, il faut éduquer les masses. Il faut expliquer aux gens l'histoire du panafricanisme. Il faut leur expliquer les luttes qui ont été menées par nos prédécesseurs. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça ne marche pas. Comprendre aussi les mécanismes d'aliénation, etc. Parce que c'est quand on est bien déconstruit, qu'on est bien éduqué, et derrière on peut justement militer sur le terrain pour chasser les pensées coloniales avec les personnes qui les gardent sur le continent. Mais voilà, ça ne se limite pas, en tout cas, ça ne se limite pas à des luttes sporadiques comme ça, à des putschs. Voilà, c'est pas des... ça va pas se passer dans un claquement de doigts. Ça va être vraiment une éducation. Ça va être dur, ça va être douloureux. Il faudra éduquer les gens sur la durée. Même si certains groupuscules ont envie que ça se fasse du jour au lendemain, tant que les masses ne comprennent pas pourquoi vous faites certaines choses, vous risquez de mourir, ou en tout cas vous risquez de disparaître dans le vent, parce que clairement c'est ce qui va se passer. On a perdu beaucoup de nos prédécesseurs africains. Ils n'ont pas été vengés parce que la population ne comprenait pas ce qui se passait. Les Thomas Sankara, les Lumumba, les Moumié, les Mandela, Winnie Mandela, parce qu'il faut citer aussi des femmes, toutes ces femmes et ces hommes qui sont morts sur le combat, enfin dans le combat, n'ont pas été suivis derrière parce que les gens ne comprenaient pas. Donc, l'émancipation panafricaine ne sera pas une révolte.
Ce ne sera pas une manifestation sporadique comme ça, mais ce sera une formation militante qui fera en sorte que derrière, déjà de un, qu'on n'ait pas d'opportunistes, de deux, qu'on soit bien sur nos appuis sur tout ce qui concerne les enjeux de désaliénation, tout ce qui va concerner le franc CFA, notre culture et notre identité, et qui va faire en sorte qu'on se détache petit à petit du capitalisme. Parce que pour sortir avec cette question du capitalisme, je vous dirais que le capitalisme, en vrai, c'est quelque chose qui a détruit la société. Vraiment, c'est un truc qui est horrible. Parce que le capitalisme, ce qu'il fait, c'est que il va détruire toutes les constructions familiales et sociétales pour installer à la place ce qu'on appelle le libéralisme. C'est-à-dire que on gagne l'argent avec tout. Je vous prends quelques exemples. Aujourd'hui, on assiste, et on appelle ça la modernité, on a des applications de rencontres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé un marché des relations. Ça veut dire que à une certaine époque, quand je voulais rencontrer ma future partenaire, c'était soit deux familles qui se disaient, bah écoute, j'ai mon fils, il est de la même tribu, ou pas, hein, j'ai mon fils qui est là, il est pas trop con, voilà, il a l'âge de se marier, il cherche une femme, il a un travail, etc. Et toi, tu as ta fille de l'autre côté, etc. On va essayer de les mettre ensemble. Et ensuite, ils se mettaient ensemble. Ils apprenaient à connaître leurs défauts et leurs machins. Et après, ils vivaient ensemble. C'était pas parfait. Parce que c'était pas ça le but du mariage. Le but du mariage, c'était pas être heureux. Parce que être heureux dans la conception du 21e siècle est très égoïste. Le but du mariage, c'était la procréation, c'était l'agrandissement familial, c'était la vie. C'était ça le but du mariage. Aujourd'hui, on est dans une conception individualiste et ça permet de créer un marché. Et du coup, les gens sont encore plus frustrés parce que c'est quoi le marché ? Le marché fait en sorte que on a des exigences. On considère l'autre comme un objet. C'est-à-dire que je ne veux plus me marier parce que c'est ce que la société demande, etc., le bien et tout. Mais je veux me marier parce que le mec, il est grand, la fille, elle est comme ça, elle est comme ça. En fait, c'est comme si tu choisissais une voiture dans un catalogue. Donc, tu vois, ça, c'est une destruction capitaliste des relations humaines. Je vous ai parlé de la politique tout à l'heure parce qu'effectivement, l'aliénation, elle est sur plusieurs plans. Vous regardez la façon dont il y a les politiques aujourd'hui. Dans certains villages, et je parlerai pour mon cas du Cameroun, le chef, il se désigne par une assemblée qui dit, bah écoute, on a vu tel jeune homme là et tout, c'est le fils de telle personne, on va le prendre, il va être notre chef. Tu vois, il n'y a pas tout le cinéma autour des élections parce que ça crée un business derrière. Il faut passer à la télévision, il faut être bien présenté, il faut manipuler les gens parce qu'il faut manipuler la masse pour leur faire voter pour moi. Ça crée une économie. En fait, tout ce qui va permettre de créer une économie derrière, même si elle détruit la société, le capitalisme n'en a rien à foutre. Donc voilà, donc, je partage comme ça aussi des réflexions un peu personnelles, mais c'est pour vous dire que je suis entièrement convaincu que le capitalisme, il a détruit plein de plans de la société parce qu'il fallait y introduire du libéralisme, etc., etc. Et enlever la place de la société, de la famille. Voilà. Je pourrais même terminer en vous parlant aussi de ma lecture à moi, de ce que le capitalisme c'est accaparé du combat féministe qui était noble à l'époque. Mais aujourd'hui, ils ont exacerbé le truc en lutte féministe, femmes seules et machin. Et en fait, ils ont retiré le plaisir de la femme, une femme qui pouvait être épanouie dans un mariage avec des enfants, etc., etc., et en prenant soin de sa famille. Ils ont retiré ça, ils ont remplacé ça par une liberté, entre guillemets, de travailler pour quelqu'un d'autre. Et du coup, elle se sent seule et tout, voilà, et tout. Mais on lui fait comprendre que non, tu es libre parce que tu n'es plus sous l'oppression. Et du coup, elle compense le manque familial, les enfants et le mari et la famille et tout. Elle compense ça avec des achats de plein de trucs. Parce que c'est quoi une femme qui est seule ? C'est une femme qui va acheter beaucoup de choses. Elle va acheter plein de vêtements. Elle va acheter plein de petites babioles et tout. C'est une femme qui va acheter. Parce qu'il faut savoir qu'en Occident,
Les animaux, ça s'achète, hein. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce qui a décidé d'acheter d'autres animaux. Donc voilà, c'est une femme qui va acheter plein de choses. Et ça fait plaisir à qui? Ça fait plaisir aux capitalistes. Ça fait plaisir au capitalisme. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est une question qui, ma foi, est centrale et qu'il ne faut vraiment pas la négliger. Et sur ce, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de ces différents points. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, à me dire c'est quoi le point qui vous a le plus intéressé, c'est quoi peut-être votre parcours panafricaniste à vous, et certainement à bientôt sur la chaîne pour une autre vidéo. Allez, au TEP. Alors bien entendu, je vais vous parler encore de Mechup. Encore une fois de plus, Mechup, les amis, est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes-là. D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le Douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Mechup. Le lien est dans la description. Mais je continue quand même. Encore une fois de plus, si vous avez envie de prendre des cours de manière particulière, vous avez des profs qui sont là pour vous enseigner. Vous avez aussi des cours qui sont déposés dans un espace que vous pouvez consulter pour justement vous enrichir. Vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous avez certainement des enfants qui aujourd'hui sont perdus, ne connaissent pas la langue paternelle, la langue maternelle, ils ne connaissent que le français ou l'anglais. C'est grave. Vous construisez des enfants avec des identités limite à ceux qui sont finalement des vrais occidentaux. Alors que vos enfants des origines africaines, le jour où ils auront envie d'aller en Afrique, croyez-moi, quand quelqu'un sait parler Wolof, quand tu arrives au Sénégal, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui ne sait pas parler Wolof. Parce que la communication elle est beaucoup plus fluide, la négociation elle est beaucoup plus fluide, même en matière de business. Vous le savez, demain vous voulez que vos enfants soient des grands businessmen, apprenez-les déjà à parler ces langues. Bon, j'arrête avec ça, vous avez le lien en description, on se retrouve sur Mechup tout de suite. La vidéo peut commencer.